un beau travail collectif avec à la fois toutes les parties prenantes, que ce soit les services de l'État, que ce soit tous les membres du conseil d'administration, l'ancien directeur aussi qui avait démarré et enclenché la réforme, donc le préfet David Clavière et puis aussi le président de la commission de discipline, tous les acteurs et aussi évidemment les personnels d'établissement, parce que honnêtement on a vraiment tout le monde a travaillé de façon très collective avec vraiment aussi de la bienveillance de la tutelle. Un premier point, dans un contexte d'activité en hausse, ça c'est quand même très important, et j'allais dire malgré cette activité en hausse, parce que c'est évidemment une charge pour l'établissement, les performances sont au rendez-vous, elles ont même été améliorées, vous le verrez, surtout en matière de qualité de service, parce que j'y insiste beaucoup, notre établissement est attendu en matière de qualité de service vis-à-vis de ses partenaires, et j'allais dire de ses clients que sont les agents de sécurité privée, les futurs agents de sécurité privée et les chefs d'entreprise. Le deuxième point, c'est, vous l'avez dans le rapport, évidemment l'activité 2023 de l'établissement est fortement imprégnée de la préparation des Jeux Olympiques, mais dans son rôle, qui est, comme vous le savez, le rôle du CNAPS consiste à, en quelque sorte, mettre sur le marché des agents dont on a vérifié l'aptitude et que leur comportement ne pose pas de problème. Ce n'est pas la principale responsabilité, celle du CNAPS, que d'avoir les agents de sécurité privée au rendez-vous des JO, c'est la responsabilité principale de l'organisateur, c'est-à-dire Paris 2024. Et nous avons notre rôle, qui, je viens de le résumer, est celui de s'assurer que tout se passe bien en matière de formation et d'aptitude des agents de sécurité privée que nous mettons à disposition en quelque sorte. Et puis le troisième point, je crois que ça c'est très important, dans le cadre des orientations du conseil d'administration, le CNAPS est en train de mener un certain nombre d'orientations qui vont être très structurantes pour les années à venir. Je dirais même qu'elles modifient ou qu'elles font évoluer un peu l'ADN de l'établissement, qui continue évidemment à être une autorité de régulation, mais qui, je pense, prend aussi un certain nombre de parts, entre guillemets, dans le conseil à la profession, en particulier, qui était très largement attendu par les chefs d'entreprise. Alors, le premier point, quelques éléments chiffrés que vous avez dans le rapport, mais je voudrais y insister. Je vous l'ai dit, cette année 2023 s'inscrit dans un contexte de forte hausse de l'activité, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous avez des gens qui veulent rejoindre cette activité, et évidemment, dans la perspective des JO, c'est évidemment intéressant. Je commenterai juste quelques chiffres. La deuxième ligne est décisions prononcées, c'est-à-dire les décisions que je prends, moi, ou les délégués territoriaux par délégation. Vous le voyez, en 2023, il y a une forte augmentation par rapport à 2022, une augmentation d'à peu près 20% des décisions prises, qui se traduisent par des accords et des refus. Si vous regardez les deux dernières lignes, qui sont véritablement les titres délivrés, les cartes professionnelles qui permettent à des agents d'exercer, et puis les autorisations préalables d'entrée en formation, qui permettent de se former avant d'être agent, vous le voyez, ce sont des augmentations pour les autorisations préalables de plus de 38%, et pour les cartes professionnelles de plus 29%. Ce qui constitue évidemment une charge supplémentaire pour l'établissement par rapport à ce qu'il faisait avant, et en particulier par rapport à l'année 2022. Je fais une incidente sur les refus. Vous le voyez, 15 499 refus, c'est 12,5% des décisions prises. Je veux dire un mot parce qu'on a pu lire parfois, ou entendre dire, que dans la perspective des JO, le CNAPS serait moins vigilant, ou abaisserait son niveau d'exigence. Il n'en est rien, parce que quand vous regardez, notamment par rapport à l'année 2021, ça représentait 7% des décisions prises, c'est aujourd'hui 12,5%. Ça veut dire que le niveau d'exigence est évidemment le même, et vous avez peut-être entendu le ministre, enfin un certain nombre d'entre vous d'ailleurs en ont fait état, qui a indiqué que le CNAPS, avec le SNEAS en particulier, avait mené une campagne de criblage pour écarter un certain nombre de personnes, dont des agents de sécurité privée, qui ne correspondaient plus aux conditions requises pour être agent de sécurité privée. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est une activité fortement en hausse. Je crois que ça a largement imprégné
l'activité de l'établissement. Alors, comme je le disais, malgré cette activité en hausse, je crois que c'est ça qui est important, c'est que les indicateurs de qualité de service de l'établissement montrent une amélioration. Je vous en ai mis quelques traductions. Alors, la première ligne, qui ne bouge pas beaucoup, mais simplement pour vous dire, par rapport à d'autres services publics, nous n'avons pas à rougir de notre activité, de notre réactivité. Vous voyez que sur des dossiers simples, ce qu'on appelle des dossiers simples, c'est-à-dire des dossiers d'agents qui ne posent pas de difficultés, de moralité, de sécurité, pour lesquels quand même nous faisons une vérification d'aptitude, une vérification de complétude de dossier, c'est, vous le voyez, en 3 jours. C'est-à-dire que, pour être très concret, quelqu'un qui nous fait une demande le lundi, en moyenne, quand son dossier ne pose pas de difficulté, le jeudi, il a sa réponse, qui je crois est quand même en soi un indicateur de qualité important. La deuxième ligne, c'est le taux de décision favorable sur des dossiers simples que nous délivrons en moins de 16 jours. Là, quand on prend une période donnée, vous voyez qu'on a amélioré. Alors ça a l'air de rien de passer de 94% à 96%. Sur 150 000 titres, c'est beaucoup. 2%, c'est beaucoup. Vous le voyez encore plus, cette amélioration, vous la voyez encore plus dans les indicateurs qui vous sont donnés après. Quand il y a des mentions dans les fichiers qui demandent donc un certain nombre de vérifications supplémentaires, mais qui ne dépendent que du CNAPS, vous voyez, on a entre 2022 et 2023 divisé par 2, en gros, les délais dans lesquels nous répondons. Alors, ces éléments d'efficacité dans le cadre de la police administrative, on les retrouve aussi dans le cadre des contrôles. Vous savez que les contrôles du CNAPS, qui conduit ces contrôles pour s'assurer du respect de la réglementation par les entreprises, leurs dirigeants et leurs agents, est un élément essentiel. J'ai l'habitude de dire que l'élément de crédibilité du CNAPS, c'est, j'allais dire, la certitude pour les entreprises d'être contrôlées dans un délai relativement rapide. Eh bien, vous le voyez, vous avez ces chiffres en haut. Nous avons réalisé au cours de l'année 2023 1936 contrôles. C'est beaucoup plus que ceux qui avaient été réalisés en 2022 ou en 2020, un petit peu plus que ce qui avait été réalisé en 2021. Donc il y a eu un véritable effort qui a été fait, qui je crois correspond là aussi à la professionnalisation des contrôles, aux moyens supplémentaires que lui a donné cette réforme, et en particulier l'assermentation des contrôleurs qui leur permet d'avoir d'abord d'être plus probants dans leur contrôle, d'avoir une force plus probante dans les manquements qu'ils relèvent, et puis surtout, je pense aussi d'avoir une relation plus étroite avec les parquets, puisque l'assermentation des contrôleurs en fait véritablement des auxiliaires de justice. Le deuxième point, je vous l'ai dit, je ne traiterai que sur le plan de l'impact que les Jeux Olympiques ont sur l'établissement. Il y a 2 points que je voudrais signaler. D'abord, vous le savez, le ministre de l'Intérieur a créé une nouvelle carte qui a été spécifiquement dédiée aux Jeux Olympiques et qui permet d'attirer un public dont on a considéré qu'il peut être intéressé par les JO. C'est la carte grands événements qui, à la différence des cartes de droit commun, nécessite une formation un peu raccourcie, dont on voit qu'elle a du succès. Je vous donne simplement vous l'avez dans votre documentation, mais nous en sommes à 14 000 demandes d'entrée en formation. Je rappelle que pour l'Euro 2016, un même dispositif avait été mis en place, il n'y avait eu que quelques centaines de cartes. Donc là, nous avons un succès. Alors, il faut que ça se traduise évidemment par des cartes professionnelles et par des agents qui seront ensuite recrutés par les entreprises. On voit bien que ça va se situer là dans les derniers mois, c'est-à-dire en mai, juin, juillet. Je pense que nous aurons notamment de nombreux étudiants qui viendront rejoindre les rangs de la sécurité privée. Mais c'est un gros travail pour nous, puisque, je vous donne simplement cet indicateur, nous sommes passés en matière de cartes grands événements début 2023 à 50 à 100 dossiers par semaine, à plus de 800 dossiers par semaine en ce moment. Je rappelle que nous n'avons eu pour les JO qu'une augmentation de 10 ETP.
pour une augmentation qui, vous le voyez, quadruple, notamment pour la DT, la délégation territoriale de Bordeaux, qui a été spécialisée sur le traitement de ces demandes de cas. Et puis le deuxième point important, je crois, c'est que les JO nous ont fait évoluer aussi dans notre ADN. Les JO nous ont conduit à un travail très partenarial avec France Travail, avec le préfet de la région Île-de-France, et donc nous a sorti un peu d'une certaine manière de notre pur travail, j'allais dire, juridique. Je crois que ça c'est très important, et ça correspondait en plus, je crois, à une véritable volonté du conseil d'administration et du directeur que je suis de pouvoir faire évoluer l'établissement vers un travail plus partenarial. Et il a permis aussi un certain nombre d'innovations, et je crois que c'est ça qui est important de retenir. Nous avons par exemple, sur le plan purement procédural, décidé de délivrer très vite, très rapidement, de manière presque automatique, les cartes dès lors que nous avions fait les enquêtes administratives nécessaires au moment de l'entrée en formation. Deuxième point, la professionnalisation des contrôles, j'en ai parlé, la présidente a parlé de la sermentation des contrôleurs. J'y ajouterai tout le travail que nous sommes en train de faire dans le cadre de la commission d'expertise sur les référentiels de contrôle, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, ça c'est très important, ça consiste à travailler véritablement avec les professionnels à qu'est-ce que nous voulons contrôler, qu'est-ce qui est important de contrôler pour moraliser le secteur et pour faire monter en gamme le secteur et les agents. Il nous reste à mettre en œuvre la réforme de la formation des activités de police sécurité qui, vous le savez, vient mieux encadrer ces activités. Et puis, en effet, notre virage digital, pour reprendre une expression qui avait été utilisée par un des membres du conseil d'administration, il faut que nous passions de DRACAR, puisque c'est le nom du système d'information. Alors, en ce qui concerne la commission de discipline elle-même, avant d'en venir peut-être aux chiffres, je vous indique, vous rappelle comment elle est constituée. Alors la commission de discipline, il y a 7 membres. Donc elle est présidée par le membre désigné par le vice-président du Conseil d'État, qui représente le Conseil d'État ou la juridiction administrative, et c'est à ce titre que je préside la commission de discipline, qui a été désignée par le vice-président du Conseil d'État. Qu'est-ce qui nous guide? 2 choses, la fermeté nécessaire, mais aussi les exigences de l'état de droit. Alors la fermeté nécessaire, vous en avez l'illustration là dans ce tableau, en faisant le constat qu'en 2023, il y a 140 ITE qui ont été prononcées, et certaines parfois jusqu'à 7 ans, ce qui est le maximum de ce que nous pouvons prononcer. Il y a parfois des dossiers où on n'a pas pu prendre de sanctions, notamment chaque fois que la personne morale poursuivie a disparu. Et il est vrai qu'il y a des stratégies de contournement des ITE, des petites entreprises, des petites sociétés, ça va, ça vient, ça change de statut, c'est un des petits sujets. Donc fermeté nécessaire, donc des ITE, des sanctions financières, vous le voyez également, qui sont élevées, à peu près 2,5 millions l'an dernier. Et c'est vrai que la tendance déjà du début 2024 est en progression sur ce sujet. Le président de la commission de discipline, il voit des dossiers qui sont les mauvais côtés, les mauvais dossiers de la profession. Donc, il ne faut surtout pas en tirer des leçons générales, mais c'est des points d'attention. Alors, il y a la question de la sous-traitance. C'est un sujet assez présent, et malgré les avancées juridiques qui ont été portées dans l'ordonnance de mars 2022, où normalement il y a que 2 échelons de sous-traitance, on voit encore des pratiques qui s'en éloignent, ou bien la sous-traitance n'est pas déclarée, ou bien elle se fait sans vérifier à qui on confie l'activité sous-traitée. Et notre souci partagé avec le directeur des services du contrôle, c'est de traiter un peu également celui qui a décidé la sous-traitance et celui qui l'a exécutée. Je m'explique. Parce que celui qui exécute la sous-traitance fait appel à des personnes qui n'ont aucun titre, ou qui viennent avec le titre d'un petit copain. On a vu ces cas-là. Troisième orientation quand même, c'est beaucoup de petites structures qui ont une relation très distendue avec les exigences
du droit du travail, du droit social. Au moins, comme vous parliez de clarté, voilà, et de transparence, on le voit, ces points d'attention que vous avez évoqués, notamment sur la question de la sous-traitance, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des chiffres, des statistiques, ça représente à peu près combien, notamment pour ces pratiques qui sont encore à revoir avec effectivement cette escalade de sous-traitance? Ça représente à peu près combien de dossiers? Il y a un pourcentage aujourd'hui? Alors, je ne l'ai pas comme cela, mais on pourrait vous le donner. Encore une fois, c'est les dossiiers qui viennent devant la commission de discipline. Oui, on est bien d'accord. C'est quelques 300 dossiers, donc il ne s'agit pas de porter sur la... Mais c'est des dossiers quand même. Alors, il faut bien voir aussi que c'est une priorité des agents de terrain que d'aller pister ces situations. On vous donnera les chiffres, mais si je dis peut-être de l'ordre, peut-être entre 25 et 30% peut-être des dossiers où on voit ça de l'ordre du quart ou le tiers, mais c'est souvent associé à d'autres manquements, parce que c'est des systèmes qui ne sont pas purs, qui ne sont pas vertueux. Donc sous-traitance mal maîtrisée, on s'adresse à des gens pas sérieux, qui eux-mêmes du coup font appel un peu à n'importe qui. Enfin, j'évoquais ce dossier d'un match de rugby, le contrôle se fait, il devait y avoir à peu près un peu plus d'une centaine d'agents de sécurité sur le terrain pour ce match de rugby. Ça, c'était le contrat entre le club de rugby, qui est sérieux, on est dans le rugby professionnel, et puis une société, mais la société n'a pas suffisamment de monde, elle en fournit peut-être sur 120 nécessaires 80, et puis elle s'adresse à quelqu'un d'autre, on ne sait pas trop qui, et quand les contrôleurs arrivent sur le terrain, on a vu 25 ou 30 des pseudo-agents de sécurité partir en courant, comme s'ils allaient marquer un essai derrière les poteaux. Bon. On voit bien que c'est surtout dans le secteur événementiel. Voilà, et sûr, parce que c'est des pointes, si vous voulez. Une réflexion, comment une entreprise peut-elle s'organiser pour notre cas, où c'était un prestataire qui était devant notre commission de discipline, donc c'est contradictoire, hein, la commission de discipline. Donc parfois on a ici devant nous, ou en visio, la personne poursuivie, des avocats aussi qui sont spécialisés, donc qui sont très pointus sur les exigences juridiques. Et donc on interrogeait ce monsieur, comment il faisait, parce que quand on voyait ses effectifs permanents, ils étaient très réduits, peut-être une entreprise de 20-25 effectifs permanents, mais quand elle doit répondre à une demande de 150, comment on fait? Ah, mais, écoutez, moi j'ai dans mes mails 3500 adresses, et quand j'ai un besoin, je diffuse